As-tu vraiment la liberté? Ou crois-tu seulement l'avoir? Jusqu'où irais-tu pour défendre tes choix? Et si tout autour de toi n'était qu'un mensonge soigneusement fabriqué? Saurais-tu le reconnaître? L'idéologie, derrière 1984, n'est pas qu'une fiction terrifiante. Elle pourrait être plus présente dans ta vie que tu ne le penses. Tu veux savoir comment tu pourrais être manipulé sans même t'en rendre compte? Reste jusqu'à la fin, car cette vérité pourrait être difficile à accepter. Si tu veux une image de l'avenir, imagine une botte écrasant un visage humain, pour toujours. Cette image troublante, tirée de 1984 de George Orwell, capture l'esprit de l'un des livres les plus emblématiques et controversés de l'histoire. Il a été interdit aux États-Unis pour son supposé communisme et en Union soviétique pour son anticommunisme. Orwell, à travers son récit incisif, attaque toutes les formes d'autoritarisme, la censure, même les idées philosophiques de Platon. Il n'est donc pas surprenant que cette œuvre reste une référence constante dans le discours politique mondial. Le cauchemar orwellien demeure un avertissement sombre dans notre conscience collective, et il y restera probablement longtemps. Mais malgré son poids culturel, nous prenons rarement le temps de comprendre 1984 dans son essence. Qu'est-ce qui fait du parti le principal méchant de l'histoire, une force aussi dévastatrice? Et pourquoi la vie sous son régime est-elle si insupportable? Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans cet univers, dévoilant comment Orwell a construit un État qui non seulement contrôle, mais détruit, corrompant l'identité humaine de l'intérieur. Nous explorerons comment la manipulation de la mémoire compromet qui nous sommes, comment le pouvoir peut déformer le concept même de vérité, et pourquoi l'impuissance est l'outil le plus efficace de tout dictateur. Bien sûr, nous ne pourrons pas couvrir tous les aspects de cette œuvre monumentale ici. 1984 est un livre dense, plein de nuances. Donc, si tu ne l'as pas encore lu, je t'encourage vivement à le faire avant de te plonger dans cette analyse. Permets-moi de commencer par un bref résumé de l'histoire et du contexte de ce monde dystopique, juste pour s'assurer que nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Attention, spoiler à venir. L'histoire commence en Océanie, un État totalitaire formé par ce qui était autrefois l'Empire britannique et les États-Unis. Le protagoniste, Winston Smith, est un employé de bas rang du parti. La force dominante qui gouverne l'Océanie sous la figure quasi divine du grand frère. La société est strictement divisée en trois classes. Le parti intérieur, qui détient le véritable pouvoir. Le parti extérieur, environ 13% de la population, qui vit sous une surveillance implacable et exécute les ordres de l'élite. Les proles, les 85% restants, maintenus dans l'ignorance et sous un contrôle strict, mais largement ignoré, car le parti se concentre sur des objectifs plus importants. Avec cette base posée, commençons à dévoiler les mécanismes sombres derrière le régime d'Orwell. Plus qu'une dystopie, 1984 est un avertissement brutal sur les dangers de renoncer à la liberté en échange de la sécurité ou du contrôle. Prépare-toi. Ce qui vient n'est pas facile à digérer, mais c'est essentiel pour comprendre pourquoi cette œuvre reste si pertinente aujourd'hui. Imagine vivre sous une surveillance constante, où chaque mouvement, chaque mot, même la pensée la plus fugace, peut être utilisé contre toi. C'est le monde de Winston, un homme qui travaille au ministère de la Vérité, dans une société où la liberté n'est qu'une illusion et où la vérité est façonnée selon la convenance du gouvernement. Chaque jour, il réécrit des documents et modifie des archives pour que l'histoire officielle corresponde toujours à ce que le parti veut. Mais Winston sait que sa tâche va bien au-delà de la simple correction d'erreurs. Il s'agit d'effacer le passé et de manipuler la réalité. Ironiquement, son travail reflète les expériences réelles de George Orwell, qui produisait de la propagande pendant la Première Guerre mondiale, glorifiant même des figures comme Staline. Dans cet univers, le contrôle du parti ne s'arrête pas aux actions, il s'étend à l'esprit lui-même. En Océanie, le plus grand de tous les crimes est le crime de pensée, un concept aussi vaste que terrifiant. Toute idée, geste ou expression pouvant être interprétée comme une opposition au parti suffit à faire intervenir la redoutable police de la pensée. Sourire au mauvais moment, marmonner quelque chose en dormant,
ou simplement afficher un regard mécontent. N'importe lequel de ces actes peut être fatal. Malgré cela, Winston nourrit une haine profonde et silencieuse envers le parti, un sentiment qu'il n'oserait jamais partager. Pourtant, il décide de prendre un risque. Poussé par un désir de liberté, il commence à écrire ses pensées dans un journal secret, parfaitement conscient que s'il est pris, il paiera de sa vie. Au milieu de cette oppression, Julia apparaît. Une jeune femme qui incarne tout ce que Winston désire, le courage, la rébellion et une passion incontrôlable pour la vie. Ils vivent une romance interdite, un acte presque révolutionnaire dans une société où les relations personnelles sont réglementées et méprisées par le parti. Winston et Julia trouvent refuge dans une chambre, louée, au-dessus d'une boutique, loin des téléscreens omniprésents qui surveillent tous les autres espaces. Là, ils partagent des moments d'intimité et d'amour, des actes de résistance dans un monde déterminé à écraser toute trace d'expression humaine. Au fur et à mesure que leur relation se renforce, Winston commence à croire qu'il n'est pas seul dans sa rébellion. Il soupçonne qu'O'Brien, un membre haut placé du parti intérieur, pourrait lui aussi avoir des pensées subversives. Un jour, O'Brien invite Winston chez lui sous prétexte de lui remettre un manuel sur la langue officielle. Avide de connexion et d'une étincelle d'espoir, Winston emmène Julia avec lui. C'est lors de cette visite que les masques commencent à tomber, révélant des vérités qui changeront à jamais le cours de leur vie. Poussés par un profond désir de liberté, Winston et Julia décident de tout risquer en rejoignant la fraternité, une organisation secrète engagée à renverser le grand frère. Cependant, il y a une condition non négociable. Ils ne doivent jamais se trahir, quoi qu'il arrive. Pour sceller ce pacte, O'Brien, une figure énigmatique et influente au sein de la rébellion supposée, remet à Winston un livre essentiel. Ce manuscrit révèle les rouages internes du parti, exposant comment il perpétue son contrôle. Une de ses idées centrales est celle de la guerre perpétuelle, une stratégie conçue pour maintenir la population dans la pauvreté et la soumission, générant une loyauté aveugle et une dépendance totale au système. Dans un moment d'apparente tranquillité, Winston lit le livre à voix haute à Julia, alors qu'il se cache dans la chambre louée au-dessus de la boutique appartenant à un homme en apparence inoffensif. Mais ce qui semblait être un refuge sûr se transforme en piège. La police de la pensée fait soudainement irruption dans la pièce, et le vrai visage du propriétaire est révélé. Depuis le début, il était un informateur du parti. Même O'Brien, qui portait le masque d'un mentor rebelle, s'avère faire partie intégrante du plan du parti. Winston et Julia sont séparés et emmenés au ministère de l'Amour, une institution sinistre où le parti impose sa justice implacable et déformée. Là, Winston est soumis à une torture physique et psychologique inimaginable. À chaque séance, O'Brien ne cherche pas seulement à obtenir des aveux, mais à extraire quelque chose de plus profond, la perception même que Winston a de la réalité. O'Brien soutient que la vérité extérieure n'est qu'une illusion soutenue uniquement par des esprits désordonnés. Dans le monde du parti, la seule vérité qui compte est celle qu'ils imposent. Le passé, le présent, les faits eux-mêmes, tout est façonné selon leurs intérêts. Toute résistance à cela est considérée comme de la folie. Pendant qu'il manipule Winston, O'Brien révèle le véritable but du parti, le pouvoir absolu. Mais il ne s'agit pas seulement de contrôler les actions, ils veulent dominer totalement les esprits et les âmes. Pour le parti, le pouvoir est une fin en soi, l'essence même de son existence. Et pour y parvenir, ils doivent transformer Winston jusqu'à ce qu'il ne se contente pas d'obéir, mais qu'il croie sincèrement tout ce qu'on lui dit. Même une absurdité telle que 2 + 2 = 5. Et pourtant, Winston s'accroche encore à quelque chose que le parti n'a pas réussi à détruire, son amour pour Julia. Dans un moment de désespoir, depuis sa cellule, il crie son nom. Cet acte de vulnérabilité ne passe pas inaperçu. O'Brien comprend que, malgré tout, Winston possède encore quelque chose qui n'appartient pas au parti, ses émotions. C'est alors que Winston est emmené dans la chambre Santin, l'endroit où chaque prisonnier affronte ses pires peurs. Pour Winston,
La terreur a une forme, les rats. Attaché à une machine qui menace de libérer les animaux sur son visage, il est envahi par une panique primitive. C'est à ce moment-là qu'il se brise totalement. Dans un accès de désespoir, Winston supplie O'Brien de punir Julia à sa place. N'importe quoi, du moment qu'il peut être épargné. Et c'est à cet instant précis que le parti remporte sa victoire ultime. O'Brien sait que Winston ne se possède plus lui-même, il appartient désormais au grand frère. Avec l'esprit brisé, Winston est relâché. Mais l'homme qui sort n'est plus celui qui y est entré. La rébellion, les rêves de liberté, l'amour pour Julia, tout cela a été écrasé. Il n'est plus qu'un rouage de la machine du parti. Incapable de questionner, incapable de résister. La flamme de son individualité a été éteinte. Et tout ce qui reste, c'est une loyauté inconditionnelle envers le pouvoir qui l'a emprisonné. Le temps passe, et l'on retrouve Winston dans un café, perdu dans un vide existentiel. Il revoit Julia, mais ce qui subsiste entre eux n'est qu'un constat silencieux d'une vérité sombre. Ils ont tous deux cédé. Ils se sont trahis l'un l'autre au profit du parti. C'était la condition de la liberté. Mais en même temps, c'était le prix de leur humanité. Désormais, la seule chose qu'ils partagent est un mépris silencieux. Sans but, Winston se donne corps et âme à la doctrine du parti. Il ne fait plus qu'obéir. Il croit. Le point culminant de cette transformation est une forme d'extase quasi religieuse. Il déclare avec ferveur qu'il aime Big Brother. C'est la fin de l'un des récits les plus dévastateurs jamais écrits, et en même temps l'un des plus profonds. Quand on parle de 1984, l'analyse se concentre souvent sur les aspects politiques, le contrôle, l'oppression, la dystopie. Et bien sûr, tout cela est essentiel. Mais je veux explorer quelque chose de plus intime, quelque chose qui résonne avec l'âme. Car le véritable triomphe du parti ne réside pas seulement dans la surveillance ou la répression physique, mais dans la manière méticuleuse dont il démolit la psychologie de ses citoyens. Chaque aspect de l'État d'Océania semble conçu pour éroder ce qu'il y a de plus humain en nous. Alors laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce qui fait que tu es toi? Cela peut sembler simple, mais réfléchis bien. Le corps, au fil du temps, régénère presque toutes ses cellules en 7 ans. Physiquement, tu deviendras presque une autre personne. Et pourtant, quelque chose demeure. Quelque chose qui te relie à qui tu étais avant. L'une des réponses les plus acceptées vient de la philosophie. Selon John Locke, c'est notre mémoire, cette chaîne continue de souvenirs, qui crée et soutient notre identité. C'est elle qui nous relie à notre moi passé, qui forme la base de ce que nous croyons être. Sans cette mémoire, nous serions piégés dans un présent éternel, déconnectés de ce que nous avons été et incapables de nous projeter dans ce que nous pourrions devenir. Et c'est précisément là qu'Orwell frappe le plus fort. Dans 1984, le parti ne contrôle pas seulement les actions ou les pensées, il réécrit la mémoire. Il mine la confiance des citoyens dans ce qu'ils ont vécu, dans ce qu'ils savent. Winston est victime de cette destruction silencieuse. Il travaille au ministère de la Vérité, où il modifie les archives historiques pour faire correspondre le passé aux mensonges du présent. Oui, il a connu la vérité, mais elle a disparu. Effacée des preuves, déformée par la répétition des faussetés. Tout ce qui reste, ce sont des fragments. Et vivre avec des fragments de mémoire, c'est comme essayer d'assembler un puzzle d'un jeu qui n'a jamais existé. C'est ça, l'essence de 1984. Ce n'est pas seulement une question de politique ou de répression, c'est la manière dont une société peut détruire les fondements mêmes de ce que signifie être humain. La capacité de se souvenir, de se relier, d'être soi-même. Une grande partie de la première moitié du livre est consacrée aux tentatives frustrées de Winston pour comprendre à quoi ressemblait la vie en Océania avant la prise de contrôle totale du parti. Il ressent un besoin viscéral d'en savoir plus sur son passé. Mais il est piégé dans un océan de doutes. Dans un moment de curiosité, Winston tente de demander à un vieil homme comment était la vie avant l'arrivée du parti. Mais au lieu de réponses claires, le vieil homme divague sur des détails triviaux et confus. C'est comme si les souvenirs de cette époque étaient dissimulés derrière un rideau de fumée. Inaccessible. Winston, de son côté,
essaie de s'accrocher à ses propres souvenirs, le visage de sa mère, la présence de sa sœur, mais ces images sont elles aussi fanées, comme de vieilles photographies oubliées au fond d'un tiroir. Rien n'est solide, et c'est exactement ce que veut le parti. Le contrôle du passé est total. Les archives officielles sont réécrites chaque jour. Un discours prononcé par Big Brother aujourd'hui peut signifier quelque chose de complètement différent demain, et personne n'ose le remettre en question. Il est dangereux, ne serait-ce que d'échanger des idées avec un collègue. Un seul faux pas, une phrase qui contredit le récit officiel, et cette personne peut disparaître. Pas au sens figuré, mais littéralement, emprisonnement, torture, exécution. Et après cela, un effacement complet de leur existence. Comme s'ils n'étaient jamais nés. Ils deviennent des non-personnes. Cette manipulation est si profonde qu'elle laisse Winston et tout le monde dans un état constant d'incertitude. La réalité pour eux ressemble à une vitre embuée à travers laquelle on essaie de voir. Leurs souvenirs sont peu fiables. L'idée même de vérité est déformée. Et pourtant, toute tentative de la remettre en cause peut les mener à la ruine. Aristote disait que la vérité est éternelle. Si quelque chose s'est produit, alors cela s'est produit pour toujours. Pense à ça. Un jour, j'ai retrouvé une lettre datée du 28 août 2016, preuve d'un voyage de vacances. Dans 1984, cette lettre n'aurait pas seulement été fausse, elle n'aurait jamais existé. Le parti contrôle le passé parce qu'il contrôle les preuves. Il n'existe aucun registre indépendant pour les contredire. S'ils affirment que quelque chose n'a jamais eu lieu, qui pourrait prouver le contraire? De là vient leur sinistre maxime. Celui qui contrôle le présent contrôle le passé. Les choses deviennent encore plus terrifiantes si l'on considère la théorie de l'identité de John Locke. Selon Locke, l'identité d'une personne est liée à sa mémoire. Mais que se passe-t-il lorsque ses souvenirs sont manipulés? Winston est forcé d'oublier, de s'adapter, de réécrire sa propre histoire pour l'aligner avec les ordres du parti. S'il a parlé hier à quelqu'un qui a été effacé aujourd'hui, ce souvenir de cette personne met sa vie en danger. Il doit se mentir à lui-même pour survivre, et ce faisant, il perd lentement le sens de ce qu'il est réellement. Au fond, Winston ne lutte pas seulement pour reconstituer l'histoire de sa société. Il lutte pour préserver l'essence même de son identité. Et dans un monde où même les souvenirs peuvent être contrôlés, c'est peut-être le combat le plus cruel de tous. Réfléchis-y. Winston est en métamorphose constante, comme s'il devait se recréer chaque jour. Chaque souvenir que Big Brother efface emporte avec lui une partie de ce qu'il est, laissant un vide qu'il faut remplir par quelque chose d'imposé. C'est une lutte continue, une reddition forcée, où son identité se dissout lentement, sur l'autel de l'État, pour que le cycle recommence dès le lendemain. Dans le monde d'Océania, presque tout est considéré comme un crime. Mais cette confusion n'est pas un accident, c'est une stratégie minutieusement calculée. Si personne ne peut s'accorder sur ce qui s'est passé hier, comment pourrait-on planifier demain? Les gens perdent la capacité de reconnaître les schémas, d'identifier les erreurs, ou même de remettre en question la réalité. Et sans cette clarté, ils deviennent complètement dépendants du parti, pour déterminer ce qui est vrai ou non. Le célèbre slogan « L'ignorance, c'est la force » n'est pas qu'une simple formule accrocheuse. C'est le fondement d'un système qui ne fait pas seulement en sorte que la population soit mal informée, mais aussi perdue, confuse, incapable de faire confiance à ses propres sens. Imagine vivre dans un monde où même ce que tu vois de tes propres yeux peut être réfuté par un faux document, une photo manipulée, un récit inventé. Le résultat? Un vide mental, une détresse silencieuse en quête de réponses. Et qui est là, prêt à les fournir? Le parti, bien sûr. Toujours le parti. Cette dynamique est la pierre angulaire du pouvoir du Big Brother. Il place chacun face à un choix impossible. Accepter leur version du passé et abandonner ta propre vision du monde ou sombrer dans un chaos de doutes et d'incertitudes. Quoi qu'il arrive, le résultat est le même, un contrôle absolu. Il n'y a pas de bonne option, seulement la moins destructrice, qui, ironiquement, est de suivre les règles du propre destructeur. Mais ceci n'est qu'une couche du système oppressif. L'abîme est bien plus profond. Maintenant, réfléchis avec moi. Si tu n'avais jamais appris le mot éléphant, comment pourrais-tu expliquer ce que c'est? Tu essaierais peut-être de décrire la trompe, les grandes oreilles, le corps gris,
Mais que se passerait-il si ces mots-là aussi t'étaient retirés? Comment pourrais-tu expliquer quelque chose que tu ne sais même pas nommer? Voilà l'essence de ce que le parti fait avec le langage. Ils arrachent les mots un par un jusqu'à ce qu'il devienne impossible de décrire certaines idées, ou même d'y penser. T'es-tu déjà demandé à quel point notre langue façonne les chemins que prennent nos pensées, ce que nous pouvons exprimer avec des mots? Définit directement ce que nous pouvons concevoir. Lisa Feldman Barrett, une neuroscientifique renommée, a exploré ce sujet fascinant. Elle a démontré que les concepts que nous avons à propos des émotions influencent la manière dont nous les vivons réellement. Pense-y de cette façon. Si ton idée du bonheur est liée à des moments calmes au bord de la mer, cela influence littéralement quand et comment tu ressens la joie. Notre langage intérieur construit le monde que nous habitons en nous-mêmes. Et voici un point crucial. Les philosophies existentielles nous aident souvent à mettre des mots sur des sentiments apparemment indescriptibles. Quand on parvient à nommer ces émotions extrêmes ou complexes, on commence à mieux les comprendre, et peut-être même à y faire face. Mais, que se passe-t-il lorsque nous n'avons pas les mots pour le faire? Et si, au lieu d'enrichir notre vocabulaire émotionnel, on le réduisait volontairement? Cela nous plonge directement dans la dystopie de 1984 de George Orwell. L'un des objectifs principaux du parti dans le roman est précisément de restreindre le langage. Il ne s'agit pas seulement de faire taire les discours rebelles par des punitions sévères comme la torture ou la mort. Ça, c'est la partie évidente dont tout le monde se souvient. La partie la plus insidieuse réside dans la création de la novlangue, Newspeak. Une langue conçue pour réduire le nombre de mots disponibles à chaque nouvelle édition de son dictionnaire. Et quel est le but de cela? Rendre impossible même la formulation de pensées contraires au parti. Comment peut-on remettre quelque chose en question si l'on n'a même pas les mots pour décrire ce malaise? Compare cela à la façon dont les langues fonctionnent naturellement dans notre monde. Elles évoluent de manière organique, en s'adaptant aux besoins des gens. Quand on ressent le manque d'un mot pour exprimer quelque chose, on en crée un. C'est ainsi que Shakespeare a inventé des termes comme inaudible, ou que des mots comme adulting sont apparus pour parler des défis et des responsabilités de la vie adulte, ou encore des expressions spontanées comme je prends soin de moi. Cette évolution est une expansion naturelle de nos horizons intérieurs permettant au langage de grandir et d'étendre les limites de notre expérience. Mais la novlangue est l'opposé de cela. Alors que nos langues fleurissent grâce à la créativité et à la nécessité, la novlangue se flétrit. Un membre du parti affirme même fièrement que c'est la seule langue dont le vocabulaire diminue d'année en année, les mots qui pourraient inciter à la remise en question ou défier le pouvoir du parti sont éliminés, non par accident, mais de manière intentionnelle. Que reste-t-il de notre capacité à penser et à ressentir, lorsque même nos mots nous sont retirés? C'est là le véritable pouvoir de la novlangue, non seulement contrôler ce que vous dites, mais aussi ce que vous êtes capable d'imaginer. Un rappel glaçant du fait que la liberté d'expression et la liberté de penser sont profondément liées aux mots dont nous disposons. Imagine un monde où l'idée même de remettre en question le système devient impensable. C'est le but ultime de la novlangue, rendre le débat, le doute et même la pensée critique impossible. Dans un tel scénario, plus personne ne pourrait même formuler des phrases comme « Je veux résister à Big Brother ». Le langage, au lieu d'élargir les horizons, est façonné pour les rétrécir, limitant ce que nous pouvons concevoir ou imaginer. Le génie ou la cruauté de la novlangue réside dans la manière dont elle manipule le sens des mots. Prenons le mot crime pensé, crimidear en VO, un terme créé pour décrire l'acte d'éviter les pensées dissidentes. Cela semble inoffensif, non? Presque positif. Qui serait contre l'idée d'éviter ce qui est considéré comme un crime? Mais en pratique, ce mot agit comme un piège. Il encourage les gens à s'auto-surveiller, à réprimer les pensées qui remettent en question le statu quo. C'est une manière insidieuse de créer des crimes parfaits, avec des citoyens tellement endoctrinés qu'ils surveillent même leur propre esprit. Cette surveillance interne est renforcée par le concept de crime de pensée, thought crime. L'expression même implique que le simple fait de penser peut être un acte criminel. Lorsqu'une personne utilise ce terme sans le remettre en question, elle accepte déjà
consciemment ou non. La logique oppressive du parti. C'est comme si, en lisant 1984, on ressentait le poids d'une réalité ou même la possibilité de résister. Disparaît des mots et par conséquent des idées. Mais l'ambition du parti ne s'arrête pas là. L'un des concepteurs du dictionnaire de la novlangue décrit une vision encore plus troublante, un futur où même les instincts humains les plus profonds, comme le désir, sont contrôlés. Imagine un monde où des sentiments tels que l'amour, la passion ou même l'impulsion sexuelle sont modelés, censurés ou étouffés. Tout cela pour s'assurer que les citoyens restent à l'intérieur des limites fixées par le régime. C'est une attaque directe contre l'essence même de ce que nous sommes, contre ce qui nous rend humains. Ce scénario est particulièrement terrifiant, car il nous éloigne de l'authenticité, quelque chose de vital pour notre bien-être émotionnel. Vivre dans la contradiction, ressentir une chose mais en croire une autre, est l'une des sources les plus profondes de souffrance humaine. David Herbert Lawrence explore cela brillamment dans L'amant de Lady Chatterley, où une femme est confrontée au dilemme de désirer un amour interdit, tout en ressentant de la loyauté envers son mari. Nous connaissons tous, à un certain degré, ce combat intérieur. Quand nos émotions entrent en conflit avec nos croyances, le résultat est une douleur qui peut nous fracturer de l'intérieur. Ce que George Orwell fait dans 1984, c'est nous confronter à une question urgente. Et si, au lieu de lutter pour résoudre ces contradictions, on nous interdisait même de les ressentir? Que resterait-il de nous, de notre humanité, si nos mots, nos pensées et nos émotions étaient réduits à un simple manuel de règles imposées par d'autres? Simone Weil nous invite à réfléchir à une vérité essentielle. Il est pratiquement impossible d'atteindre un sentiment durable d'épanouissement ou de bonheur si nous ne sommes pas en harmonie avec ce que nous sommes réellement. Dans ce contexte, la novlangue n'est pas seulement un outil d'oppression politique, c'est une invitation à un enfer émotionnel. Imagine vivre avec la sensation constante que quelque chose ne va pas, porter en soi des pensées et des sentiments instinctifs, que tu ne peux jamais exprimer, ni en mots, ni même en idées claires. Dans le roman d'Orwell, Winston est tourmenté de ne pas savoir. Combien de personnes autour de lui partagent sa haine de Big Brother? Mais avec la novlangue pleinement instaurée, la situation deviendrait encore plus désespérée. Nous serions comme les prisonniers, d'une volonté que nous comprenons à peine, aspirant à quelque chose que nous n'avons ni les mots, ni le cadre mental pour décrire. Pense à ceci. Quand on encourage un petit enfant à utiliser des mots, c'est parce que l'on sait que la capacité à verbaliser ses émotions et ses besoins est cruciale pour son développement émotionnel. Maintenant, imagine vivre toute une vie comme cet enfant, avec des parties entières de ton esprit effacées, un vide que tu ressens sans jamais savoir comment le nommer. Avec le temps, tu pourrais finir par croire que cette déconnexion, ce sentiment subtil d'incomplétude, fait simplement partie de ce que signifie être humain. Et peut-être est-ce là la pensée la plus dérangeante de toutes, acceptée comme naturelle. Ce qui est en réalité une mutilation émotionnelle délibérée. Cette image est si troublante qu'elle possède une force presque tangible, comme tant d'autres scènes que la fiction nous offre. Orwell, comme d'autres grands auteurs, parvient à façonner des horreurs que nous ne faisons souvent qu'effleurer de manière abstraite. Mais au-delà du contrôle de la pensée, un problème encore plus profond se pose. Comment le parti manipule-t-il nos émotions? Si l'on se tourne vers Shakespeare, on trouve dans Hamlet l'une des explorations les plus fascinantes, de l'intensité des émotions humaines. Hamlet, avec ses élans de passion et sa descente dans la folie, exerce un magnétisme presque hypnotique sur ceux qui l'entourent, son énergie émotionnelle marquée par des discours enflammés, et une oscillation constante entre extase et désespoir, est à la fois bouleversante et destructrice. Il atteint des sommets émotionnels pour aussitôt retomber dans l'abîme, et au final, ces passions extrêmes déclenchent une chaîne de morts et de tragédies, entraînant tous les personnages principaux dans sa chute. Les philosophes, à travers les siècles, ont toujours vu ces sentiments, intenses, comme des forces motrices. Elles peuvent nous mener à de grands exploits, mais elles ont aussi le pouvoir de nous consumer entièrement. Il n'est donc pas surprenant que le parti investisse autant d'efforts, non seulement pour réprimer, mais aussi pour façonner et diriger
les passions de ses citoyens. Contrôler les émotions, c'est contrôler le cœur humain, et avec lui, l'essence même de ce que nous sommes. La première pièce de cette machine psychologique complexe est la négation totale de l'impulsion sexuelle. Le parti crée et promeut une organisation appelée la Ligue anti-sexe, qui encourage les individus à faire vœu de célibat, au nom de Big Brother. Le seul type de relation acceptable est celui entre des couples approuvés par le parti, soigneusement sélectionnés pour garantir l'absence d'attirance mutuelle. Cette dynamique, comme l'explique le roman, est une stratégie pour canaliser toute l'énergie passionnelle. Au lieu d'être dirigée vers les autres, cette passion est manipulée pour servir le parti et les intérêts de l'Océania. Mais cela ne s'arrête pas là. Le parti ne se contente pas de réprimer le désir sexuel. Il étouffe aussi presque toutes les autres formes d'amour. Les enfants en Océania sont endoctrinés dès le plus jeune âge à surveiller leurs parents et à dénoncer tout comportement contraire aux directives du parti. Ce système crée une atmosphère de méfiance constante au sein même du foyer. Le père aimant ou la mère dévouée vivent dans la peur que leurs propres enfants puissent les trahir à tout moment. Pour les enfants, les parents ne sont pas des protecteurs, mais des ennemis potentiels de l'État, qu'ils ont juré de servir avant tout. Cette dynamique transforme l'amour familial en un outil du parti pour contrôler les individus. En vidant les relations humaines de leur signification propre, le parti s'assure que toute loyauté soit redirigée vers sa cause, la passion est éteinte ou devient un carburant, pour faire fonctionner la machine du système. Fait intéressant, Big Brother est comme cet amant possessif, qui craint tout lien profond, susceptible de détourner l'attention de son autorité. Aimer quelqu'un, plus que le parti, est un crime de pensée, car cela implique une trahison émotionnelle envers la figure omniprésente de Big Brother. Cette idée fait même écho aux écrits de Platon, qui suggérait que l'État devait décourager la passion, afin de garantir sa suprématie. L'aspect le plus fascinant de cette répression, c'est l'impact émotionnel qu'elle provoque. Bien que peu de gens parviennent à supprimer complètement leur besoin de connexion humaine, la criminalisation de ces émotions place presque tous les citoyens dans un état constant de culpabilité et de honte. Ressentir de l'attirance, de l'amour, ou même une simple affection, revient à faire les premiers pas vers un crime de la pensée. Ainsi, les gens vivent cachés, portant en eux des secrets qui, s'ils étaient découverts par la redoutée police de la pensée, pourraient sceller leur destin. Cette peur omniprésente est le fondement du contrôle du parti. Savoir que l'on est, d'une manière ou d'une autre, coupable, rend toute idée de résistance terriblement risquée. La conformité devient alors la seule défense possible pour ceux qui craignent d'être exposés. De cette manière, la répression émotionnelle est utilisée pour perpétuer un système dans lequel la terreur silencieuse domine la vie de chacun, empêchant tout individu d'avoir le courage ou la clarté émotionnelle de défier Big Brother. Le parti, comme on peut l'imaginer, utilise une série de méthodes sophistiquées pour contrôler les émotions et les pensées de ses citoyens. La machine de propagande est monumentale, mais ce qui se démarque vraiment, c'est le travail de la police de la pensée, qui va bien au-delà de l'évidence, et manipule des concepts profondément humains, avec autant d'efficacité que de cruauté, car rien n'est plus dévastateur que de transformer les idées les plus nobles en outils d'oppression. Un exemple frappant se trouve dans l'expérience de Winston pendant sa torture. Il mentionne que la pire partie n'est pas les coups physiques ni les décharges électriques, mais l'interrogatoire mené par O'Brien. George Orwell, avec sa finesse, dépeint une version sombre de la psychanalyse. Durant ce processus, O'Brien insiste sur le fait que Winston n'est pas mauvais ou moralement corrompu. Il est simplement malade. La torture, selon O'Brien, n'est pas une punition, mais un traitement, quelque chose dont Winston a besoin pour guérir. La violence est présentée comme un acte de compassion, une tentative de réparer un esprit brisé. C'est presque inimaginable, mais la logique du parti transforme les abus en altruisme. Et c'est là que réside le point crucial. Le parti redéfinit le concept de santé mentale, pour l'aligner sur l'obéissance à Big Brother. Comme l'argumente Kevin Smith dans The Ethical Visions of Psychotherapy, nos notions de santé mentale sont profondément enracinées dans des valeurs éthiques,
Aristote, par exemple, considérait la volonté de mourir pour sa communauté comme une preuve de vertu. Aujourd'hui, cela pourrait être interprété comme une idée suicidaire. Ce qui nous amène à poser une question importante. Dans quelle mesure nos définitions sont-elles influencées par nos contextes culturels? En Océania, le parti ne laisse aucun doute. Être saint d'esprit signifie accepter et soutenir inconditionnellement sa doctrine. Tout le reste est vu comme une maladie. Cette conception a des implications terrifiantes. Elle élimine toute possibilité que le problème puisse venir du parti lui-même. Si vous êtes en désaccord ou si vous remettez en question le régime, ce n'est pas parce que vous avez identifié une faille légitime, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Vous êtes fou. Et qui écouterait quelqu'un qui a perdu la raison? Avec cela, Big Brother élimine l'opposition sur le plan conceptuel. Une résistance rationnelle ne peut pas exister. Il n'y a que des malades à corriger. Cette idée nous force à réfléchir. Dans 1984, Orwell expose un système où la souffrance causée par le parti n'est jamais reconnue comme un véritable problème. Si quelqu'un ne supporte pas les conditions de vie, la faute ne revient pas au régime, elle est attribuée à la psyché de l'individu. Cette manipulation permet aux citoyens d'ignorer la souffrance des autres et de renforcer l'idée que s'il y a une faille, elle vient toujours de la victime. Et ce qui est troublant, c'est que cela fait écho à certaines critiques, formulées par des philosophes et psychologues, concernant nos conceptions modernes de la santé mentale. Si la vie d'une personne est insupportablement difficile, sa dépression est-elle simplement un problème interne ou une réaction parfaitement compréhensible face à une réalité brutale? Peut-être que, tout comme en Océania, nous confondons une souffrance légitime avec quelque chose qu'il faudrait réparer. Imaginez être piégé dans un corps qui ne répond plus à vos ordres, où votre seule fenêtre sur le monde est le mouvement d'une paupière. C'est la situation qu'a vécue Jean-Dominique Bauby, décrite avec émotion dans son livre Le scaphandre et le papillon. Il y raconte le désespoir d'un homme, soudainement enfermé en lui-même. Alors je vous pose la question, cette angoisse serait-elle un signe de faiblesse mentale ou une réponse compréhensible à ce que n'importe qui considérerait comme un cauchemar? Cette question nous amène à réfléchir sur le pouvoir d'interpréter et de manipuler les réalités. Dans une logique déformée comme celle du régime de 1984, le contrôle absolu est présenté comme un acte de bienveillance. Big Brother n'opprime pas, il n'impose pas de propagande de force. Il protège la société des idées dangereuses. Ce n'est pas un tyran, mais une figure paternelle, qui applique des corrections pour le bien de ses enfants. Ce récit, aussi insidieux soit-il, sonne dangereusement plausible. Après tout, qui rejetterait les soins d'un parent aimant? Et pourtant, le prix de cet amour est l'élimination totale de la vie privée. Tout ce qui rend une personne unique est écrasé, réduit à une existence publique constamment surveillée. Dostoïevski, dans son récit semi-autobiographique Souvenir de la maison des morts, décrit une expérience similaire. Pendant son exil dans une prison sibérienne, ce n'était ni le froid, ni la faim, ni les gardiens qui le tourmentaient le plus, mais l'impossibilité d'être seul. Confiné dans une caserne bondée, il a passé 4 années sans un seul moment d'intimité. Pensez-y, ne jamais avoir une seconde pour soi, pas même pour respirer sans sentir le poids du regard des autres. Et maintenant, imaginez vivre ainsi pour toujours. C'est la vie de tout membre du parti extérieur dans 1984. Sous les télécrans, chaque geste peut, ou non, être observé. Et simplement ne pas savoir si l'on est surveillé. Suffit à modifier son comportement. C'est une ruse psychologique cruelle qui transforme la simple possibilité d'une punition en un geôlier intérieur. Et c'est là que l'idée du panoptique, imaginée par Jeremy Bentham et explorée par Michel Foucault, entre en jeu, une structure où la surveillance constante, même invisible, force les prisonniers à s'autocensurer. Avec le temps, plus besoin de force extérieure, nous devenons nos propres gardiens. Ce qu'il y a de plus troublant, c'est la manière dont ces outils, la surveillance, l'endoctrinement, le contrôle, peuvent être utilisés à la fois pour éduquer et pour soumettre. Les philosophes grecs de l'Antiquité parlaient déjà de l'importance de former des citoyens vertueux dès l'enfance, de façonner le caractère pour le bien collectif. Mais entre de mauvaises mains,
cette même éducation peut devenir une arme de manipulation, créant des individus qui suivent aveuglément la ligne imposée par le pouvoir. Imagine vivre dans un endroit où chaque mot que tu prononces, chaque expression sur ton visage peut être utilisée contre toi, non pas par un inconnu lointain, mais par quelqu'un de très proche, des amis, des voisins, voire tes propres enfants. C'est le portrait d'une société, où la dénonciation devient la norme, un mécanisme qui transforme les foyers et les communautés, en extension du regard vigilant du pouvoir. Il ne suffit plus d'avoir peur des télécrans ou des dispositifs d'écoute. La surveillance s'infiltre dans les relations les plus intimes, volant la liberté de simplement penser à voix haute. Dans ce scénario, la ligne entre le public et le privé disparaît, et toute opinion personnelle est absorbée et réinterprétée par la politique dominante. Le résultat, un sentiment constant d'anxiété et d'étouffement. Dans les sociétés plus libres, nous avons quelque chose, que l'on sous-estime souvent, la liberté d'expérimenter avec des idées. Pense à un adolescent, par exemple, il teste une opinion ici, en adopte une autre, là, souvent pour l'abandonner plus tard. C'est un exercice de découverte de soi, une forme de maturation. Les adultes le font aussi, bien que plus discrètement. C'est possible parce que, généralement, les conséquences d'exprimer une idée impopulaire sont bénignes. Dire « ce n'est que mon opinion » ne mettra peut-être pas fin à un débat, mais cela symbolise quelque chose de bien plus grand. La tolérance du désaccord sans crainte de représailles graves. Cette simple possibilité est un luxe qui n'existe pas sous les régimes totalitaires. En Océania, ce privilège est non seulement refusé, il peut être fatal. Winston réfléchit à quel point. Même explorer des idées qui vont dans le sens du parti est risqué. Pourquoi ? Parce que penser par soi-même, même en faveur du système, révèle un potentiel dangereux, la capacité de questionner. Et ceux qui peuvent questionner, tôt ou tard, peuvent se rebeller. Cela est illustré de façon brutale lorsqu'un érudit, travaillant sur la nouvelle édition du dictionnaire de la novlangue, est vaporisé pour son zèle excessif envers le parti. Un excès de loyauté peut aussi être perçu comme une menace. La seule manière de survivre est de cesser de penser, pas seulement à la politique, mais à tout ce qui suggère une once d'autonomie intellectuelle. Dans cet environnement, ce que l'on appelle la police intérieure n'est pas seulement une métaphore, c'est une présence bien réelle, implantée dans l'esprit de chaque citoyen. Leurs pensées les plus intimes appartiennent à l'État. Comme l'ont déclaré Mussolini et le philosophe Giovanni Gentile, l'État fasciste interprète et développe toute la vie d'un peuple. Cet idéal totalitaire ne contrôle pas seulement les actions. Il façonne aussi les pensées et redéfinit même les identités. Fait intéressant, le concept selon lequel le personnel est politique, popularisé par la philosophe Carol Hanisch, offre une perspective à la fois libératrice et terrifiante. Dans son contexte original, la phrase montrait comment des problèmes personnels, comme l'épuisement d'une mère surchargée, pouvaient refléter des problèmes structurels plus larges, tels que la répartition inégale des responsabilités domestiques. De la même manière, des problèmes comme la solitude masculine, moderne, ne sont pas simplement des échecs individuels, mais révèlent des bouleversements culturels profonds, dans la manière dont les hommes et les femmes se perçoivent et sont perçus dans leur communauté. Cependant, cette idée, entre des mains autoritaires, cesse d'être un outil de prise de conscience et devient un moyen de contrôle absolu. Quand tout est politique, même les pensées les plus intimes peuvent être jugées. Le résultat est une société paralysée par la peur, où réfléchir, questionner ou simplement être humain devient un acte subversif, et le prix à payer peut être l'existence même d'une personne. Quand cette idée est utilisée avec de bonnes intentions, elle peut être un message puissant et inspirant sur la manière dont la société s'unit pour soutenir ses membres les plus vulnérables. Un pour tous pour un, sonne noble, n'est-ce pas ? Mais dans 1984, cette notion est déformée de façon terrifiante. Ce qui devrait être une union collective pour le bien commun, se transforme en un outil de contrôle totalitaire. En Océania, il n'y a pas de loi. La seule chose qui compte, c'est le parti. Le moindre soupçon que quelque chose au-delà du parti ait de l'importance, ou même existe, est perçu comme une menace, un acte criminel. Orwell nous rappelle constamment qu'en Océania, il n'y a pas de loi au sens conventionnel,
Et bien que cela puisse paraître étrange, cela prend sens quand on comprend son but. La police de la pensée peut arrêter n'importe qui, à tout moment, sans avoir besoin de justifier ses actes. Réfléchis un instant, l'existence de lois fixe des limites au pouvoir de l'État. Si une loi détermine ce qui est permis et ce qui ne l'est pas, elle offre aussi une base pour se défendre en cas d'accusation. Par exemple, si tu es accusé de meurtre, mais que tu prouves que tu n'as pas commis le crime, tu devrais être libéré, non? C'est le rôle des lois, tracer une ligne entre l'autorité de l'État et les droits individuels. Mais en Océania, l'absence de loi envoie un message glaçant. Il n'y a aucune limite. Tout ce que tu fais, ou ne fais pas, intéresse l'État. L'idée de vie privée ou de liberté personnelle n'existe tout simplement pas. Et cela va au-delà de tes actions. Même tes pensées sont surveillées, interprétées et jugées. C'est pourquoi tout le monde doit rester constamment vigilant, se surveiller soi-même. Il ne suffit pas d'éviter de commettre un crime clair et objectif. Tu dois éviter tout comportement ou pensée qui pourrait être considéré comme subversif, même dans l'interprétation la plus paranoïaque possible. Cette réalité crée une atmosphère étouffante. Tu ne vis pas seulement sous une surveillance externe, mais aussi avec un observateur interne, toujours présent, toujours vigilant. C'est l'essence même du pouvoir totalitaire. Il ne suffit pas de contrôler le corps, il faut contrôler l'esprit. Orwell nous montre à quel point cela est terrifiant, et nous laisse avec un avertissement important. Le personnel peut effectivement être politique, et nous devons le reconnaître. Mais voici un point rarement discuté. Lorsqu'on parle de 1984, pourquoi la police de la pensée et les dirigeants du parti font-ils tout cela? Qu'est-ce qu'ils gagnent vraiment en servant le Big Brother? C'est une question profonde, presque déconcertante, et la réponse, à la fois philosophique et troublante, nous invite à réfléchir à ce que signifie le pouvoir et jusqu'où nous sommes prêts à aller pour le conserver. L'anthropologue et philosophe Ernest Becker a proposé un concept fascinant appelé le déni de la mort. En termes simples, il s'agit de notre difficulté à accepter que nous sommes mortels et des diverses façons dont nous tentons d'échapper à cette réalité inconfortable. Bien sûr, il est allé beaucoup plus loin dans ses travaux, mais le point essentiel est le suivant. En tant qu'êtres humains, nous cherchons une forme d'immortalité symbolique. Becker soutient que des figures historiques comme Napoléon ou Jules César voulaient plus que des conquêtes. Ils désiraient laisser une marque indélébile sur le monde, quelque chose qui garantirait qu'une partie de leur essence survive même après leur mort physique. Freud, de son côté, avait aussi quelque chose à dire à ce sujet. Pour lui, la religiosité humaine est en grande partie une réponse à la peur de la mort. La croyance en quelque chose de plus grand, en un plan divin ou une âme immortelle, aide à atténuer l'angoisse de savoir que nous sommes finis. Et c'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. Notre quête de sens et de permanence peut nous mener sur des chemins obscurs. O'Brien, l'énigmatique méchant de 1984, en est un exemple frappant. Il est bien plus que le simple bourreau de Winston. Ses motivations révèlent quelque chose de profond et de dérangeant sur la poursuite d'une forme d'immortalité. O'Brien fait partie du parti intérieur, cette élite de 2% qui vit dans le luxe et le pouvoir, tandis que le reste de la population survit avec des miettes. Mais qu'est-ce qui motive vraiment quelqu'un comme lui? Lors de ses conversations avec Winston, dans le sinistre ministère de l'amour, nous découvrons des indices sur sa philosophie. Une idée qui, à première vue, semble sensée. L'être humain seul est fragile et limité, mais collectivement, il peut accomplir de grandes choses. Le problème, c'est que O'Brien pousse cette idée à un extrême terrifiant. Pour lui, le parti, le jour de la pensée, Big Brother, ne sont pas de simples institutions humaines. Ils sont l'éternel, l'impérissable. Quelque chose de bien plus grand et durable que tout individu. Il croit que sa propre existence physique est secondaire. Un jour, il sera poussière, mais le parti continuera. En ce sens, le parti devient quelque chose de métaphysique, presque comme Platon le suggérait. Platon disait que derrière toutes les choses physiques se trouve une essence immuable. Nous pouvons avoir des milliers de chevaux dans le monde, mais ils renvoient tous à une idée abstraite, le cheval pur et éternel, qui ne disparaît pas, même si tous les chevaux réels meurent.
Il en va de même pour des concepts comme le nombre 3. On peut brûler 3 branches, mais le concept de 3 reste intact. Et c'est cette logique qu'O'Brien applique au parti. Pour lui, Big Brother n'est pas qu'un leader, il est un idéal éternel. Une entité qui perdurera même si tous ses adeptes disparaissent. C'est une philosophie qui mêle l'éternel au sombre. L'immortalité symbolique, combinée au contrôle absolu. Et d'une certaine façon, cela reflète la lutte profondément humaine, cette tentative constante de trouver un sens et une permanence. Dans un monde où tout finit par disparaître. O'Brien ne veut pas vivre éternellement en tant qu'individu. Il veut transcender sa propre identité, être absorbé par le parti, et ce faisant, survivre en tant qu'idée, en tant que reflet, en tant qu'écho. Parce que s'il n'a plus sa propre identité, s'il ne pense plus ni ne ressent pour lui-même, s'il ne fait que refléter le parti, alors son essence, d'une certaine manière, reste immortelle. Tant que l'organisation existe, il a vaincu la mort, mais il l'a fait au prix de son propre âme. L'attitude extrême d'O'Brien n'est pas simplement le produit d'un esprit sadique. C'est en fait l'amplification d'un phénomène humain profondément réel. La plupart d'entre nous, bien sûr, n'atteignent jamais le point d'effacer complètement qui ils sont au profit d'un groupe. Mais nous avons tous à un moment donné ressenti ce profond désir d'appartenir à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Cette impulsion peut être inspirante. Elle peut unir des communautés, construire des civilisations, mais elle est aussi dangereusement puissante, tellement puissante qu'elle peut nous pousser à justifier des actes que nous ne commettrions jamais seuls. Christopher Browning, dans son livre Ordinary Men, documente ce phénomène de manière saisissante. Il raconte comment un bataillon de police allemand, composé de citoyens ordinaires, a commis des atrocités inimaginables pendant l'occupation de la Pologne durant la Seconde Guerre mondiale. Comment justifiait-il cela? En déléguant leur morale à l'État ou à leurs supérieurs. Pour eux, la responsabilité ultime n'était pas la leur, mais celle d'une autorité supérieure. Ce processus de déindividualisation, poussé à l'extrême, efface le sens même de l'humanité. Et quelque chose de très similaire arrive avec O'Brien. Mais dans son cas, c'est encore plus troublant. Il le fait consciemment. Il abandonne son identité. Il met de côté son autonomie morale et agit comme un bras aveugle du parti. La froideur avec laquelle il torture Winston est glaçante, mais ce qui est le plus dérangeant, ce n'est pas la violence elle-même, c'est la justification interne qu'il semble s'accorder. Pour O'Brien, il n'y a ni culpabilité, ni mal. Il exécute simplement la volonté de quelque chose de supérieur. C'est comme s'il avait désactivé la partie de lui-même qui peut remettre en question. Et ce qui est vraiment déconcertant, c'est que cette capacité à abandonner son individualité pour servir l'autorité n'est pas exclusive aux tyrans fictifs. L'expérience de Milgram, bien que controversée, a montré que même des gens ordinaires peuvent être persuadés d'infliger de la douleur à autrui si une figure d'autorité le commande. L'histoire regorge d'exemples de personnes ayant renoncé à leur responsabilité morale, au nom d'un idéal, d'une cause, d'une institution. Et c'est important. Le désir d'appartenir n'est pas mauvais en soi. Dans bien des cas, c'est le tissu qui lie les sociétés. Mais l'exemple d'O'Brien est un avertissement clair et sombre. Il nous montre le prix de pousser cet attachement à l'extrême. Quand on efface complètement qui l'on est, quand on cesse de penser par soi-même, pour servir quelque chose de plus grand, on risque de devenir de simples rouages dans une machine sans âme. Et c'est là, dans cet équilibre délicat entre individualité et collectivité, que réside l'un des plus grands défis de la condition humaine. En décrivant le roman, George Orwell prête une attention particulière au visage marqué et vieilli d'O'Brien. Ce choix ne semble pas accidentel. Orwell le dépeint de façon presque brutale, insistant sur sa mortalité. C'est comme s'il voulait nous rappeler, sans détour, que peu importe le pouvoir qu'il exerce au sein du parti, peu importe à quel point il domine la vie de Winston, O'Brien reste un homme. Un homme qui, malgré tous ses efforts pour façonner le monde, finira un jour réduit à l'oubli, peut-être à peine une note de bas de page dans les annales du parti. Ce qui est curieux, c'est la manière dont il cherche l'immortalité. Pas comme César, qui tenta de transcender la mort en laissant un héritage de grandeur. O'Brien, lui,
semble vouloir disparaître complètement, renoncer à son nom, à son identité, pour se fondre éternellement dans quelque chose de plus grand, le parti. Il dit lui-même, l'individu n'est qu'une cellule, l'usure de la cellule est la vigueur de l'organisme. Dans ce contexte, sa figure devient presque tragique. Il n'est pas seulement un méchant impitoyable, c'est quelqu'un de désespéré, qui cherche à fuir la seule certitude que nous partageons tous, la mort, et ici, il contredit Ernest Becker. Becker croyait que la peur de la mort pouvait inspirer les humains à accomplir des exploits héroïques, à créer, à laisser une trace. Mais chez O'Brien, cette même peur mène à la reddition, à l'abdication totale de tout ce qui fait de lui un être humain unique. Et cette perspective, aussi inconfortable soit-elle, nous rapproche de lui, parce qu'au fond, nous faisons tous face à cette tentation, renoncer à notre individualité, éteindre notre esprit critique, en échange de l'acceptation, de la sécurité, de l'appartenance. Ce n'est pas un dilemme nouveau. Combien de fois sacrifions-nous de petites parties de ce que nous sommes justes pour appartenir? Combien de fois taisons-nous notre voix intérieure par peur du jugement du groupe? O'Brien est l'extrême de cette impulsion, mais il reflète quelque chose d'universel. On parle souvent du danger du nihilisme, cet état où la vie semble dénuée de sens. Mais Orwell nous montre un autre danger, opposé, celui d'abandonner complètement notre individualité, au nom d'un sens plus grand. C'est un avertissement glaçant, surtout à une époque qui célèbre le sacrifice comme une vertu. Pense aux martyrs, aux héros morts pour une cause, des saints religieux, des prisonniers politiques, des soldats de la justice. Mais que se passe-t-il quand ce même esprit d'abnégation est détourné à des fins monstrueuses? O'Brien nous force à regarder ce côté sombre. Et honnêtement, cela ne mérite-t-il pas au moins une pause? Une pause pour réfléchir. Parce que oui, O'Brien est cruel. Il est implacable. C'est terrifiant. Le genre de figure qui hante nos pires cauchemars. Mais surtout, il est humain. Et c'est précisément dans cette humanité que réside son véritable pouvoir à nous troubler autant. Et maintenant, revenons à Winston. Que se passe-t-il quand ton esprit est complètement détruit par l'État? Que reste-t-il de toi, quand même tes pensées les plus intimes sont réécrites par d'autres? Orwell nous conduit au point culminant de son récit avec une question troublante. Préférons-nous un bonheur fabriqué, peu importe la douleur qu'il peut engendrer? Ce dilemme me rappelle la célèbre expérience philosophique de Robert Nozick, la machine à expérience. Une idée qui, si on y réfléchit, peut être aussi dérangeante que l'univers dystopique d'Orwell. Et si je vous disais qu'il existe une machine capable de créer pour vous une réalité parfaite? Dans cette réalité, vos désirs les plus profonds deviennent réalité. Vous ne vivez que des instants de pur plaisir, dans un état presque divin. Imaginez, pas de tristesse, pas de défi insurmontable, seulement une satisfaction constante. Et en entrant dans la machine, votre mémoire serait effacée. Vous ne sauriez même pas que ce n'est pas réel. L'accepteriez-vous? Dans cette réalité simulée, vous pourriez être n'importe qui. Un milliardaire, un leader inspirant, ou même un dictateur adoré par une population reconnaissante et soumise. Vous pourriez être aimé, respecté, craint, ou tout ce que votre imagination permet. Tout cela, bien sûr, dans les limites de la simulation. Mais cela aurait-il de l'importance? L'illusion du bonheur ne vaudrait-elle pas autant que la réalité? Le philosophe Robert Nozick a posé cette réflexion en imaginant la machine à expérience. Il pensait que la plupart des gens rejetteraient l'idée. Nous préférons une vie imparfaite, mais authentique, à une existence fausse, même si elle est pleine de satisfaction. Cependant, pour être honnête, la réponse ne semble pas si simple. Cela dépend de l'endroit où vous êtes maintenant et des circonstances qui vous entourent. Par exemple, je ne choisirais pas la machine aujourd'hui. Ma vie a ses imperfections, c'est vrai. Les soucis du quotidien, des défis personnels et une maladie chronique qui me met parfois à l'épreuve. Mais elle contient aussi des moments de beauté authentique, de vraies connexions avec les gens et le monde. Maintenant, imaginez que ma réalité soit différente, un scénario de douleur constante, sans espoir de répit. Si j'étais piégé dans une souffrance sans échappatoire, la promesse d'un plaisir éternel pourrait ressembler à une rédemption. Ce dilemme prend une tournure encore plus sombre dans 1984 de George Orwell.
Winston, le protagoniste, fait face à un choix terrible. Vivre une existence médiocre et soumise, acceptant le mensonge que le parti définit la vérité, ou résister à la tyrannie, sachant que la résistance ne changera rien. Moralement, nous voulons que Winston résiste. Nous voulons qu'il soit un symbole de courage contre l'oppression. Mais au final, cela ferait-il une différence? Le parti resterait invincible, indifférent au sacrifice de Winston. Ces réflexions nous mènent à des questions profondes. Qu'est-ce qui donne du sens à la vie? Est-ce la vérité ou le sentiment de bonheur qui compte vraiment? Peut-être que la réponse se trouve dans un équilibre entre authenticité et satisfaction. Ou peut-être, comme le suggèrent de Winston et Nozick, que l'essence humaine véritable est de ne jamais cesser de questionner, même lorsque les réponses semblent impossibles. La bataille psychologique que Winston affronte domine le dernier tiers du roman. À première vue, cela peut sembler un choix curieux de la part de l'auteur. Après tout au long du récit, une question martèle dans notre esprit. Que fera Winston pour résister à Big Brother? Parviendra-t-il à renverser le régime? Peut-être rejoindra-t-il la fraternité et lancera-t-il une révolution parmi les proles? Mais une fois capturé, toutes ces possibilités disparaissent. La réponse est claire, aucune d'elles. Cependant, au fond, la véritable question que le livre nous laisse est moins ce que Winston fera que ce qui lui arrivera intérieurement. Qui gagnera la guerre dans l'esprit de Winston? Cette confrontation dépasse le simple affrontement entre Winston et le parti. C'est en réalité un duel entre les idéaux de Winston et une vision pragmatique de la réalité. Et soyons honnêtes, c'est un type de conflit que nous avons tous vécu à un moment ou un autre dans nos vies. Réfléchis. Combien de fois avons-nous été déchirés entre ce qui serait moralement idéal et ce qui est réellement possible? Cette différence ne se réduit pas à un choix entre morale et égoïsme, c'est plus complexe que ça. C'est le choc entre ce que nous croyons juste et la dureté d'un monde qui insiste pour nous dire que les choses ne fonctionnent pas ainsi. Par exemple, imagine rejoindre une organisation dont tu sais qu'elle est corrompue, mais en espérant pouvoir changer quelque chose de l'intérieur. En théorie, cela semble être une erreur. Après tout, en y entrant, tu contribues à perpétuer quelque chose que tu considères immoral. Mais que se passerait-il si, en y étant, tu pouvais minimiser les dégâts? Et si, en ton absence, quelqu'un de pire prenait ta place? Alors vient ce dilemme inconfortable. Vaut-il mieux garder les mains propres ou les salir en essayant de faire une différence? Ce genre de dilemme est exactement celui auquel Winston fait face. Ses valeurs le poussent à rester fidèle à la vérité et à l'amour, quoi qu'il en coûte. C'est la partie de lui qui croit aux principes absolus, aux devoirs qui ne se plient pas aux circonstances. C'est le cœur moral de Winston, la voix qui lui dit de résister même sous la torture, parce que chaque personne qui lutte contre le parti est un petit rayon d'espoir qu'il peut être vaincu. C'est aussi cette même partie qui ne veut pas qu'il trahisse Julia, parce qu'il lui a promis qu'il ne le ferait jamais. De l'autre côté se trouve le Winston pragmatique et utilitariste, et ce n'est pas un défaut, mais le reflet de son humanité. Cette partie comprend que rester fidèle à ses principes maintenant n'a aucun effet pratique. Après tout, il n'a plus le pouvoir d'affronter Big Brother. En pratique, Winston a déjà été effacé du monde réel et ne peut exister que sous le contrôle d'O'Brien. Il est devenu incapable de se battre pour quelque chose de plus grand ou de provoquer un changement significatif. Alors, face à cette réalité, la question se pose. Pourquoi ne pas chercher une petite brèche de bonheur, même si ce n'est que momentané? Si la souffrance a perdu tout sens, pourquoi ne pas y mettre fin? Mais voilà l'autre face de cette pièce. Et si tout le monde pensait ainsi? Si chaque personne décidait simplement d'accepter les conditions imposées et de chercher du réconfort dans de petits plaisirs, le parti ne serait jamais remis en cause. C'est précisément cette conformité qui perpétue le règne du grand frère. Pour qu'un changement survienne, quelqu'un doit refuser d'accepter le moins pire d'une mauvaise situation et oser rêver à quelque chose de plus grand. Le dilemme de Winston reflète ce que l'Américain Richard évoque en interprétant l'essai de Jean-Paul Sartre. L'existentialisme est un humanisme. De nombreux dilemmes moraux sont véritablement insolubles. Pense au classique problème du tramway.
Tu peux actionner un levier pour dévier le train, tuant une personne mais en sauvant 5 autres. En théorie, cela semble simple, mais dans la pratique, pourrais-tu vivre avec le poids d'avoir causé la mort de quelqu'un? Ou préférerais-tu ne rien faire, même en sachant que 5 personnes mourront à cause de cette inaction? Face à des choix extrêmes, chaque voie semble insupportable, et c'est précisément le genre de situation auquel Winston est confronté. Il est pris au piège entre deux possibilités tout aussi cruelles: résister à tout prix, sachant que sa résistance est inutile, ou céder et essayer de trouver un peu de soulagement. Mais s'il cède, pourra-t-il vivre avec lui-même? Abandonner ses principes en échange d'un bonheur artificiel ne le consumerait-il pas de l'intérieur? Et c'est ce qui rend ce dilemme si fascinant. De l'extérieur, il est facile de dire aux gens d'être courageux, de ne jamais abandonner. Mais est-il juste d'exiger du courage quand la lutte ne donne aucun résultat? La tentation de se rendre ressemble presque à un refuge dans une version limitée de la machine à plaisir de Nozick. Un monde où le bonheur est accessible, mais au prix d'abandonner sa propre essence. Finalement, Winston fait son choix. Il trahit Julia et embrasse le parti. Dans les dernières lignes du roman, on le voit dans un café, écoutant les nouvelles de la guerre, tandis que l'écran diffuse les victoires des troupes d'Océania. À ce moment-là, Winston est submergé par une étrange extase, un sentiment d'appartenance et de fierté. Il s'imagine au milieu de la foule, vibrant avec d'autres citoyens ordinaires, célébrant les triomphes d'Océania comme si c'était il les siens. Puis, comme une diversion subtile de la pensée, il se retrouve à nouveau au ministère de l'amour, mais cette fois ses yeux voient de quelque chose de différent. Ce qui semblait être un lieu de souffrance infinie se révèle être la scène d'une transformation. Non plus une chambre de torture, mais un endroit où il a été modelé pour triompher de lui-même. Il commence à croire que tout ce qu'il a vécu là-bas était d'une certaine manière un acte de compassion, une libération des chaînes de ses propres illusions, celles qui l'avaient fait se sentir perdu et misérable si longtemps. Les larmes coulant sur son visage, il déclare enfin son amour pour le grand frère. Winston a choisi son chemin, mais pouvons-nous honnêtement le juger pour cela? La vérité, c'est qu'il y a un sentiment qui traverse les pages de 1984, quelque chose que nous avons tous vécu à un certain niveau: l'impuissance. Ce poids écrasant de savoir que quelque chose ne va pas, mais de sentir qu'on ne peut rien faire pour le changer. Un jour, un ami psychothérapeute m'a dit que l'impuissance pourrait être la plus dangereuse de toutes les émotions humaines. Il l'a dit avec une touche d'humour, mais en y regardant de plus près, il y avait une vérité dure et indéniable là-dedans. L'impuissance, ce n'est pas seulement souffrir, c'est l'idée que la souffrance est permanente, immuable. Elle transforme un «c'est horrible» en «c'est horrible» et ça ne changera jamais. Et ce sentiment est corrosif. Il nous enferme dans un cycle d'apathie et de résignation, comme s'il n'y avait aucune échappatoire. Franz Kafka a compris cela comme peu d'autres. Dans Le Procès, il peint un portrait parfait de cette sensation. Un protagoniste piégé dans un système absurde, incompréhensible et pourtant inévitable. Le désespoir grandit parce qu'il ne comprend pas les règles du jeu, encore moins comment en échapper. D'où le terme kafkaïenne, pour décrire ces situations étouffantes où la logique s'effondre et où l'espoir devient une ombre lointaine. Mais alors que Kafka explore ce sentiment d'impuissance d'une manière presque métaphysique, Orwell le transpose dans le domaine du réel. Dans 1984, l'angoisse est palpable. Le monde d'Océania est construit sur une désolation absolue. La majorité de la population, les prolos, sont condamnés à une vie de pauvreté, d'ignorance et d'aliénation. Ils n'ont ni le pouvoir ni les moyens de défier le système. Et même ceux qui entrevoient une part de vérité sont si écrasés par le contrôle omniprésent du parti qu'ils deviennent incapables de résistance. C'est peut-être la caractéristique la plus terrifiante de l'univers orwellien, le désespoir de savoir que le monde peut être un lieu terrible et que seul on n'a pas la force de le changer. C'est une histoire qui résonne parce qu'elle touche quelque chose de profond en nous, une peur universelle, mais aussi un rappel que même dans les heures les plus sombres, lutter pour ne pas céder est en soi un acte de courage.
Les membres du parti extérieur savent assez de choses pour, dans certains cas, nourrir le désir de rébellion, mais c'est là que la police de la pensée et l'appareil implacable de la surveillance d'État interviennent, toujours vigilants pour étouffer toute étincelle de dissidence. Fait intéressant, il n'est même pas clair quel pouvoir réel détient un membre typique du parti intérieur. Il bénéficie certes de privilèges exclusifs, comme des domestiques à leur disposition et le pouvoir d'éteindre leur télécran. Pourtant, l'histoire montre que même eux ne sont pas à l'abri des purges. Au sommet de la hiérarchie se trouve la figure nébuleuse du grand frère. Mais existe-t-il vraiment, ou n'est-il qu'un concept, une abstraction, que tous vénèrent, mais que personne ne peut toucher? Dans cette structure étouffante, le pouvoir que détient chaque individu est plus illusoire que réel. Au mieux, il ne reste que la capacité de mépriser ceux qui sont plus bas dans la pyramide sociale. O'Brien, par exemple, voit les membres du parti extérieur comme naïfs, facilement manipulables et en même temps dangereusement imprévisibles. Ces mêmes membres regardent de haut les prolos avec dédain, comme s'ils étaient des êtres inférieurs, incapables même de comprendre leurs propres conditions. Et les prolos, ils vivent tellement plongés dans l'ignorance qu'ils n'ont même pas le privilège de reconnaître leur propre impuissance. Ce scénario ne parle pas seulement de contrôle, mais de l'absence totale de toute trace d'espoir. Il n'existe aucun moyen de résister, encore moins de rêver à une force salvatrice venant de l'extérieur. Il n'y a ni alliés secrets, ni révoltes organisées, ni dissidence interne pouvant inverser le cours de l'histoire. Comme O'Brien le souligne brutalement et de manière mémorable, une phrase qui résonne comme une sentence finale: si vous voulez une image du futur, imaginez une botte écrasant un visage humain, pour toujours. Cette phrase incarne non seulement le triomphe du parti, mais aussi la cruelle satisfaction qu'ils tirent de leur domination. Pourtant, qui ressent vraiment ce plaisir? O'Brien suggère que quiconque croit en Big Brother peut en jouir, mais est-ce vrai? Ou bien vient-il inévitablement un moment où il ne reste plus de combats à gagner, seulement le vide d'un pouvoir qui se nourrit éternellement de lui-même? Le parti exerce un contrôle presque absolu, et la population est piégée dans un cycle sans perspective de changement ni d'amélioration. Même pour Big Brother et les membres du parti intérieur, il est incertain que cette situation soit réellement avantageuse. O'Brien rêve du jour où la novlangue sera la seule forme de communication et de pensée, éliminant toute possibilité de rébellion avant même qu'elle ne puisse naître dans l'esprit des gens. Cependant, même dans ce scénario, le parti perdra quelque chose d'essentiel: l'espoir. Sans territoire à conquérir ni objectif à atteindre, l'idée de progrès, même s'il s'agissait d'un progrès poussé par des intentions sombres, cessera d'exister. Au final, l'espoir sera la dernière victime de ce régime. Des philosophes comme Claudia Blair et Titus Tal soutiennent que l'espoir est une composante vitale d'une vie pleine de sens. Il fonctionne comme une force organisatrice qui guide nos actions et décisions quotidiennes. Imagine que tu espères devenir un bon parent un jour. Cet espoir façonne ton comportement actuel, t'encourageant à créer un environnement favorable au développement d'un enfant. En ce sens, l'espoir n'est pas qu'un simple sentiment. C'est une structure qui façonne notre existence. Plus encore, l'espoir fleurit là où le désir rencontre l'incertitude. Nous n'espérons pas quelque chose que nous possédons déjà ou dont nous savons qu'il arrivera, mais en même temps, nous ne pouvons pas espérer quelque chose de totalement inaccessible. Par exemple, je ne peux pas espérer voler de mes propres ailes demain, simplement parce que c'est un scénario que je ne peux concevoir comme possible. Pour Winston et les autres dissidents du parti, l'espoir est un concept aussi lointain que l'idée que Big Brother puisse un jour tomber. C'est tellement improbable que cela en devient presque absurde à imaginer. Le même sort attend le parti intérieur. O'Brien explique clairement que le but ultime du parti est le pouvoir. Mais que se passe-t-il après qu'ils ont atteint l'omnipotence? Que reste-t-il quand il n'y a plus de résistance? Quand il n'y a plus de pensées divergentes, nulle part en Océanie? L'absence d'espoir ne sera pas seulement celle des opprimés, elle consumera aussi les oppresseurs. Au final, l'espoir n'est pas qu'un luxe ou une émotion passagère. C'est ce qui donne de la couleur à notre existence,
ce qui nous fait sortir du lit et avancer même quand le chemin semble brumeux. Sans lui, le monde devient un lieu vide. Peu importe de quel côté du jeu vous vous trouvez, sans la pensée libre, qui aurait besoin de la police de la pensée? Le but même d'O'Brien disparaîtrait tout simplement. Et alors, que resterait-il pour les membres du parti intérieur? Leur objectif a toujours été d'étendre le domaine du grand frère, mais une fois ce but absolu atteint, que vient-il ensuite? Ils seront comme un chien qui finit par se mordre la queue. Plus d'excitation de la chasse, plus de raisons d'être. L'absence d'espoir les rattrapera, et leurs esprits se flétriront, tout comme ceux du parti extérieur ou des prolos. La seule différence sera qu'ils auront un fauteuil plus confortable pour assister à leur propre déclin. C'est là la grande paradoxe au cœur du grand frère. Son existence est animée par la fin de pouvoir absolu, mais ce pouvoir, une fois à son apogée, révèle un vide. Plus le parti triomphe, plus il signe sa propre condamnation à mort physique, car cela leur offrirait encore une lutte pour laquelle vivre. Mais leur mort est existentielle. En détruisant toute trace de liberté ou de pensée indépendante, le parti intérieur perdra le sens même de son existence. Le désespoir viendra silencieusement et implacablement au moment précis où ils éteindront la dernière étincelle d'espoir chez tous les autres. Peut-être est-ce pour cela que le parti insiste tant à cultiver la haine envers les dissidents et les criminels de la pensée. Au fond, ils savent qu'ils ont besoin de ces esprits libres qu'ils méprisent tant. Ces ennemis sont le carburant qui fait tourner la machine. Sans eux, le vide serait insupportable. Le jour où la dernière pensée libre s'éteindra sera aussi le jour où le nihilisme consumera le grand frère lui-même. Il existe une phrase, bien que faussement attribuée à Lénine ou Marx, qui recèle une vérité symbolique puissante. Le dernier capitaliste que nous pendrons sera celui qui nous aura vendu la corde. Dans 1984, on retrouve une version déformée de cette idée. Le dernier dissident politique, écrasé par le parti, ne laissera pas seulement un vide derrière lui, mais aussi un miroir reflétant l'effondrement même de l'âme du régime. Le parti peut détester Winston, le torturer jusqu'à ce qu'il craque, puis le tuer. Mais ce qu'il ne veut pas affronter, c'est la vérité la plus inconfortable. Ils ont besoin de Winston. Il représente la résistance, le dernier vestige d'un monde encore à conquérir. Tant qu'il y aura un Winston, il y aura une raison de continuer. Mais quand le dernier Winston sera réduit au silence, il n'y aura plus personne pour cacher la puanteur putride de la crise existentielle qui imprègne le grand frère. Et à ce moment-là, le parti fera face à l'abîme. L'abîme même qu'il a creusé avec tant de ferveur, mais qu'il n'a jamais osé regarder en face. Quand on pense à 1984 de George Orwell, beaucoup imaginent d'emblée Winston, Julia ou O'Brien comme les figures centrales de ce récit sombre. Mais si l'on prend le temps de réfléchir, on se rend compte que le véritable personnage tragique de l'histoire n'est aucun d'eux, mais le grand frère lui-même. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Quel est le véritable but d'un livre comme 1984 ? À quoi sert vraiment la fiction dystopique ? Il n'existe pas de réponse unique et définitive, mais la plupart des gens disent instinctivement quelque chose comme « c'est un avertissement ». Et ils ont raison, dans une certaine mesure. 1984 est sans aucun doute un puissant avertissement sur les dangers d'un gouvernement totalitaire. Orwell a peint un portrait terrifiant. Bien que parfois exagéré, des pratiques qui ont marqué des régimes comme le nazi et le soviétique, montrant comment une société peut se dégrader lorsque son peuple ne prête pas attention à la direction qu'elle prend. Orwell ne cachait pas ses intentions. Il a lui-même écrit « Tout ce que j'ai fait depuis 1936 comme travail sérieux a été contre le totalitarisme et pour le socialisme démocratique tel que je le comprends. » Il n'est donc pas surprenant que de nombreuses analyses du livre se concentrent sur ces messages politiques, et bien sûr, cette approche a beaucoup de valeur. Mais si nous nous limitons à cela, nous risquons d'ignorer une autre couche profonde du génie d'Orwell, sa capacité à exposer ce qui nous mène à la misère, à la fois en tant que société et en tant qu'individu. Lorsque nous regardons ce que le parti a volé aux habitants d'Océanie, nous pouvons voir quelque chose au-delà de l'oppression politique.
Cela nous offre un aperçu de ce que signifie perdre notre humanité. Et cela va bien au-delà des questions gouvernementales. C'est une réflexion sur qui nous sommes et ce qui compte vraiment pour nous en tant qu'êtres humains. Réfléchissez-y, qu'est-ce qui nous rend vraiment libres? Est-ce la confidentialité de nos pensées, la capacité de décider ce que nous faisons de notre propre esprit? Est-ce le pouvoir de nous connecter les uns aux autres, de créer des liens authentiques, de façonner le langage que nous utilisons pour exprimer notre identité? Est-ce la certitude de vivre dans un monde où la vérité ne change pas au gré du vent? La fiction dystopique, dans son essence, nous force à valoriser tout cela, des choses que souvent nous ne réalisons même pas que nous tenons pour acquises. Au final, peut-être que le plus grand mérite de 1984 est de nous rappeler combien nous avons à perdre si nous ne restons pas vigilants. Il ne s'agit pas seulement de politique, il s'agit de qui nous sommes en tant que personnes et de ce que nous devons protéger pour continuer à être humains. Au début de la République de Platon, Socrate propose une idée intrigante. Pour comprendre ce qui rend une personne vertueuse, il faut d'abord explorer ce qui rend un état vertueux. Il suggère qu'en élargissant l'échelle, il devient plus facile d'identifier les vertus et de les comprendre dans un contexte plus large. En revanche, 1984 de George Orwell nous invite à faire le chemin inverse, regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Ce livre ne ravive pas seulement un sentiment d'urgence contre l'autoritarisme, mais nous met aussi au défi de reconnaître où, peut-être sans le savoir, nous devenons nos propres geôliers. Combien de fois nous censurons-nous, non pas par respect ou amour, mais par peur? Où cachons-nous nos émotions, non pas pour les aligner avec nos valeurs, mais par crainte du jugement d'autrui? Pouvons-nous échapper au regard critique et incessant de ce Big Brother intérieur? Ou, comme Winston Smith, nous retrouvons-nous prisonniers des tentacules du désespoir, captifs d'une toile que nous avons nous-mêmes contribué à tisser? Aristote disait quelque chose de fondamental. Les vertus de l'État et les vertus de l'individu sont profondément liées. Un État bien gouverné favorise l'épanouissement de ses citoyens. Les individus vertueux, à leur tour, contribuent à la prospérité de l'État. C'est un cycle qui exige un équilibre et qui nous montre ce qui arrive lorsque cette harmonie se brise. Dans 1984, l'effondrement de l'État en tyrannie s'accompagne de complaisance, de peur et de malléabilité de ses habitants. Les horreurs décrites dans le livre ne se limitent pas au domaine politique. Elles sont aussi philosophiques, existentielles et profondément humaines. C'est cette toile entrelacée qui rend la narration à la fois si perturbante et si brillante. S'il y a une chose que vous devez retenir de cette vidéo, c'est l'invitation à lire ou relire 1984. Cette œuvre occupe une place spéciale dans notre conscience collective, et il est impossible d'en sortir sans réfléchir à ce que nous valorisons le plus, tant dans la sphère publique que dans notre vie privée. Orwell nous confronte à un scénario inquiétant. La possibilité de nous retrouver entourés par les ruines de tout ce qui comptait, impuissants face à une force écrasante. À ce moment-là, il ne reste que deux options, le nihilisme ou la soumission. Voilà l'essence de la terreur dans 1984. Il nous avertit que rien de ce que nous valorisons n'est permanent ou garanti. Tout peut s'effondrer en un clin d'œil, que ce soit contre notre volonté, comme c'est le cas de Winston, ou avec notre consentement, comme c'est le cas dans l'histoire elle-même. D'une manière ou d'une autre, l'esprit, le corps et l'âme peuvent être détruits par la quête implacable de pouvoir d'un autre. C'est un message dur, sans doute, mais c'est aussi un rappel nécessaire, peut-être plus que jamais aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous dire quelque chose. Merci. Mais ce n'est pas un merci ordinaire, c'est un merci plein de sens, comme ce regard complice échangé entre deux amis après une conversation qui change tout, parce que c'est ce que nous venons de faire ici. Partager un espace de réflexion qui, je l'espère, a fait bouger quelque chose en vous. Vous savez, 1984 n'est pas seulement un livre, c'est presque un miroir. Un de ces miroirs que nous évitons de regarder de peur de ce que nous pourrions y voir. Et le fait que vous soyez resté avec moi jusqu'à la fin me dit que vous êtes quelqu'un qui n'a pas peur de questionner, de penser au-delà de l'évidence.
Cela, dans un monde qui nous pousse souvent au silence, est révolutionnaire. Pendant que je parlais ici, je vous imaginais là, peut-être une tasse de café à la main, hochant la tête en signe d'accord ou fronçant les sourcils, intrigué. Parce que la vérité, c'est que nous essayons tous, à un certain niveau, de comprendre ce que signifie être libre, être soi-même au milieu d'une mer de voix et d'exigences. Et en explorant cela avec moi, vous avez choisi non seulement d'écouter, mais aussi de vous remettre en question. C'est rare, c'est puissant. Alors si cette conversation a éveillé quelque chose en vous, une nouvelle perspective, un doute qui vous taraude, ou même ce désir de repenser vos choix, je vous invite à poursuivre ce voyage. Laisse ton commentaire juste en dessous, je veux savoir ce que tu en penses. Continuons ce dialogue. Oh, et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour qu'on s'assure que cet échange continue. Et qui sait, peut-être qu'on inspirera d'autres personnes à voir le monde avec de nouveaux yeux. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, les prochaines étapes sont juste là, à côté de toi. Il y a 2 vidéos qui complètent ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Une plongée plus profonde dans la manipulation de la vérité dans d'autres histoires. Une autre sur comment résister au contrôle invisible dans notre vie quotidienne. Clique sur l'une d'elles et continue ce chemin avec moi. À tout de suite!